Madicast, le podcast qui booste ta créativité. Bienvenue dans Madicast, le podcast créé par l'agence Madigood qui explore le monde passionnant de l'entrepreneuriat, du design et de la création. Je suis Anthony, le chroniqueur de cette émission, et on va vous emmener dans des rencontres captivantes au cœur de l'innovation, de l'inspiration et de la création. Vous nous rejoignez chaque mois pour des conversations fascinantes avec des esprits créatifs et des entrepreneurs visionnaires. Alors préparez-vous à découvrir les secrets du succès, à repousser les limites de votre créativité, à vous inspirer pour réaliser vos rêves et vos envies. Bienvenue dans Madicast. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Salvaggio, le fondateur de Blazetype. Bonjour Mathieu. Salut, merci de me recevoir. Merci à toi, merci de venir, de répondre à nos questions. On a beaucoup de questions parce que ton travail a intégré le processus créatif comme peu d'autres invités jusqu'aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu peux rapidement te présenter et présenter ton activité ? Oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Mathieu Salvaggio. Je suis le fondateur de Blazetype, qui est une fonderie typographique, donc, qui est un espace dans lequel on crée des polices de caractères et où on les distribue également. Mon métier d'origine, c'est d'être designer de caractères, ou plus communément typographe. Et je suis également auteur d'un livre qui apprend aux gens à designer de la typo. Ok, tu dis Blazetype place les designers donc au cœur de ses créations, designées par des designers pour des designers. Comment vous inspirez pour créer des fontes ? Comment ça se passe ? Alors, c'est une bonne question. Alors, avant tout, le truc de dire que c'est fait par des designers pour des designers, c'est parce qu'on a une approche du design typographique qui est proche des graphistes et ou des vidéastes, etc. Mais en tout cas, des gens qui utilisent la typo. Initialement, moi, avant de me focus sur le design typographique, je suis issu d'une formation de designer graphique, DA, graphisme, etc. Et j'ai toujours eu à cœur en fait de créer des caractères qui avaient un usage vraiment précis pour les graphistes, parce que sinon ça aurait pas été le même travail en fait. J'aurais eu un travail qui était plus de la recherche typographique, et c'est hyper intéressant aussi pour plein de raisons. Mais moi j'avais à cœur de créer un espace où on fabriquait des outils pour que les designers puissent travailler avec. Donc c'est pas forcément exactement la même approche qu'un travail de recherche. Et du coup, c'est pour ça que les designers sont au centre de la problématique. À chaque fois qu'on crée quelque chose, on dit quel est l'intérêt de ce travail ? Est-ce que c'est une typo qui va être super bien pour de la signalétique, pour des affiches de cinéma, pour du livre ? Et du coup, chaque espace, chaque médium sur lequel on destine la typo en premier lieu, alors ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être utilisée dans d'autres endroits, mais en tout cas, son lieu principal a des contraintes qui lui sont particulières à chaque fois. Et on essaye de trouver le juste milieu entre la raison esthétique et la raison technique, quoi. Trop stylé. En fait, vous donnez du sens à votre création, simplement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se raconte derrière et ça ne vient pas comme ça. Alors, ça peut venir comme ça aussi. Parce que des fois, on a envie de s'amuser, de créer des formes pour le plaisir de créer de la forme aussi. Et tout n'est pas forcément toujours issu d'une recherche hyper profonde, théorique, etc. Des fois, on a envie de créer de la forme pour le plaisir de le faire, quoi. Et donc, on fait aussi en typo. Mais ce qui est sur la partie de ce qui nous inspire, en tout cas, moi, personnellement, il y a plein de sujets qui inspirent, il y a plein de choses. Hein. Il y a le travail d'autres personnes, mais moi, personnellement, c'est l'architecture, la mythologie. Il y a énormément de ces histoires-là qui se retrouvent dans le travail typographique que je fais. Généralement, mes typos, ce lien, il est assez identifiable parce qu'il y a très souvent un nom qui est en relation avec quelque chose de l'univers ou architectural ou mythologique ou en lien avec la grille de construction graphique, etc. Mais en fait, tout est une source d'inspiration en réalité. C'est comme n'importe quel travail de designer en réalité. Hein, tu passes dans la rue, tu vois une forme qui peut t'intéresser, on peut peut-être en faire quelque chose. Voilà, quoi. Et Mathieu, depuis la création de Blazetype, donc 2016, je le rappelle, ça va faire bientôt 10 ans. Ouais. Le temps passe vite. C'est ça. Mais donc, beaucoup de choses ont été faites depuis. Plus de 50 typos créés. Ouais, 50 familles de police. C'est ça. 50 familles de police. Là, on approche les 66, je crois, aujourd'hui. On est en train d'en développer encore quelques-unes. Là. Alors, j'ai plusieurs questions, moi, qui me viennent tout de suite. Déjà, c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés en faisant ces typos, ces familles de typos ?
Alors, c'est une bonne question. En fait, je me suis pris de passion en 2016 quand j'ai créé BlazeType. Il y avait aussi, il y a plusieurs raisons sur pourquoi j'ai créé l'entreprise plutôt que d'aller distribuer mon travail ailleurs. On pourrait y revenir plus tard si tu veux, mais en tout cas, un des trucs qui m'intéressait le plus, c'était ce qu'on appelle les typos variables. Donc, en gros, c'est une technologie qui date des années 90, mais qui a vraiment commencé à être intégrée dans les logiciels depuis moins de 10 ans, depuis 2016 d'ailleurs. Où ce qui se passe, c'est que en fait, dans un seul et même fichier, tu as l'ensemble des graisses et des axes qui sont contenus dans une police typographique. Donc, je m'explique pour faire simple. Admettons, tu as une famille typo, l'AREA, dans laquelle tu as différentes graisses, light, regular, bold, etc. Et tu as aussi différents axes, condensé, normal, extended. Donc, normalement, quand tu travailles avec des fichiers statiques, tu as tous les fichiers d'un côté. Donc, tu veux utiliser le regular, tu appelles le regular, tu utilises le bold, tu appelles le bold, etc. Le fichier variable, là où c'est ultra puissant, c'est que dans un seul et même fichier, tu as tout qui est réuni dedans. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et ce qui est super cool, c'est que tu peux utiliser ce fichier comme élément pour faire de l'animation typographique directement dans After Effects ou en ligne. Et donc du coup, c'est pour ça que sur le site de BlazeType, il y a plein de trucs variables, des typos qui s'animent, etc. Où c'est pas de la vidéo, c'est que du code qui va juste dire à la typo, bon ben, t'as tel axe coordonné à tel moment tu vas en avoir un autre, et c'est ça qui fait qu'elle est mouvante. Super stylé ça. Ouais, ça c'est assez fun. Il y a un site, si tu veux, je te le partagerai, où on a montré un petit peu les différentes fonctionnalités avec ça qui sont super intéressantes, je trouve. Et donc le principal défi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur des familles qui sont assez costauds, donc avec pas mal de styles, pas mal de graisses, pas mal d'axes, etc. Donc au plus elles sont conséquentes, au plus la complexité de faire en sorte que le fichier variable fonctionne correctement s'intensifie. Et en fait, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que en fait, quand on travaille un caractère typographique, donc il y a l'aspect visuel, bien entendu, mais en fait, on crée un logiciel à part entière. Donc ça implique énormément de complexité technique à l'intérieur pour que ce logiciel fonctionne sur différents ordinateurs, sur différents logiciels qui vont l'utiliser, type la suite Office, la suite Adobe, etc. Et aussi pour que ça s'affiche correctement sur différents types d'écrans. Donc il y a toute la partie design qui est super intéressante, et après il y a la partie engineering qui est un monde encore à part entière. Donc au plus on a augmenté en grosseur de famille, au plus on s'est rendu la vie impossible en fait à passer des centaines d'heures pour faire en sorte que tout fonctionne. Et alors du coup, là par exemple pour les typos variables, tu parlais de code, toi t'es typographe, t'es pas développeur, t'es pas codeur. Comment ça se passe du coup comment tu passes de la partie esthétique à la partie technique justement? Moi j'estime qu'il faut que tu le sois à minimum aujourd'hui, en tout cas en typo. Il y a une époque où quand on crée des polices de caractère, les gens, ils avaient, les designers de cette époque-là, il y a 15-20 ans, ils avaient l'habitude de dire que il fallait un village entier pour créer une typo. Parce qu'il y avait le designer, il y avait le DA principal, les logiciels étaient plus complexes aussi. Maintenant, c'est super facile d'accès et beaucoup plus simple d'utilisation. Mais à l'époque, c'était un peu plus compliqué. Donc, tu avais quelqu'un qui bossait sur les glyphes, et puis tu avais quelqu'un qui avait bossé sur le spacing, le kerning. Tu avais quelqu'un qui ensuite allait travailler l'encodage. Enfin, vraiment, et puis la partie ingénieur pour que ça s'affiche correctement. Enfin, vraiment, c'était des métiers qui étaient très distincts. Aujourd'hui, le métier de font engineer, ça existe toujours. Et on en a toujours besoin quand on est sur des familles qui sont trop compliquées et que toi, tu as envie de te concentrer sur le design, mais tu vas bosser avec des gens qui s'amusent plus sur ce sujet-là. Mais je pense que comme dans tout corps de métier, sans forcément être expert de tous les domaines, ce qui est possible pour certaines personnes, moi je connais certains designers qui sont bons de partout, c'est assez fascinant. Donc sans être nécessairement expert partout, c'est bien d'avoir un minimum de base sur tout ce qui touche à ton métier, ne serait-ce que pour pouvoir dialoguer déjà avec des spécialistes, mais aussi parce que des fois c'est amusant de pouvoir régler soi-même ces problématiques-là Enfin, moi, j'ai toujours aimé ce truc-là. Enfin, j'ai grandi avec des PC aussi, donc j'étais habitué à gérer des bugs. On a tous bidouillé. Alors. On a tous eu des bidouilles, des trucs qui n'ont pas marché. Bien sûr. Et je trouve que cet aspect-là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. J'aime bien essayer de résoudre la problématique. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à faire du code, du Python, enfin, 2-3 trucs. Alors, Ouais, mais c'est costaud quand même. Tu me parles de Python. Ouais, c'est un niveau très néophyte sur lequel je suis. Enfin, tu vois, j'arrive quand même à bosser un petit peu avec le terminal. On fait pas mal d'exports avec ça pour appeler des fichiers. On fait pas mal de post-production en bossant avec le terminal, justement, parce que les logiciels sont pas forcément tout le temps adaptés. Mais bon, c'est sur quelque chose enfin, moi qui côtoie d'autres personnes qui sont vraiment spécialistes, je suis à un niveau qui est très néophyte. Mais
mais en tout cas juste assez pour pouvoir dialoguer avec certaines personnes et comprendre 2-3 lignes de code, quoi. Moi, j'allais te poser la question justement depuis 2016, c'est quoi les choses que tu as appris ouais, non, mais même en apprentissage général, que ce soit entrepreneur, il doit y avoir, mais si tu devais retenir en typo, principalement juste en typo. Ouais, juste en typo. Parce que le sujet est vaste. Hein. Exactement, juste en typo. Et la question d'entreprise aussi qui est quand même pas des moindres. Mais du coup, sur la typo, qu'est-ce que... Ta vision, elle a forcément dû évoluer depuis 2016. Oui, certainement. Alors, il y a un truc qui m'a... Je pense que le truc qui m'a le plus marqué maintenant, c'est quand j'ai commencé à créer des fontes et à les sortir, je pense que j'avais un bagage technique typographique qui était moins élevé que celui que j'ai aujourd'hui, nécessairement. Forcément. Quasiment 10 ans d'expérience en plus. Bien sûr. Et du coup, je trouve que j'avais tendance à être un peu plus relâché, en tout cas dans la création des formes. Et j'avais tendance à plus facilement m'affranchir de certaines règles pour pouvoir faire du design. Et aujourd'hui, je trouve que j'ai perdu un peu ce côté créatif, on va dire, au profit de beaucoup plus de rigueur technique et théorique dans le travail, dans l'approche de la typo. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais moins de création et plus d'accompagnement d'autres designers, je pense. Mais ouais, j'ai gagné, je pense, énormément en œil. En fait, il y a un truc qui est lié à tous les métiers du visuel, de toute façon. C'est tu peux avoir toute la théorie et la pratique que tu veux. En fait, tant que ton œil, il faut qu'il s'éduque. Et en fait, c'est vraiment le temps et la patience qui font que tu peux pas gruger ça, quoi. Ça fait 10 ans que tu éduques ton œil comme un sportif de haut niveau. Bon, peut-être pas comme un sportif de haut niveau, ça serait prétentieux de ma part, mais en tout cas, tu passes des journées à regarder des lettres, à voir des trucs, donc nécessairement, il y a des choses que tu repères que personne ne voit pas. Mais au même titre que quelqu'un qui est styliste, il va arriver à repérer en 2-3 vêtements comment un ensemble tient la route ou pas, et il saura te l'expliquer. Avec la typo, il y a un peu ce truc-là. Des fois, c'est assez amusant parce que quand tu travailles avec des designers et que tu fais de l'accompagnement, surtout sur des gens qui sont plus jeunes. Donc avec Blazetype, on fait pas mal d'accompagnement aussi pour des jeunes créateurs et des jeunes designers. Donc c'est un truc qui me tient vachement à cœur de donner facilement accès à des jeunes pour qu'ils lancent leur première typo. On fait beaucoup d'accompagnement sur ça. Donc ton regard, il évolue. Je sais pas si c'est au même titre qu'un sportif de haut niveau. Mais en tout cas, il y a des choses que tu vois et c'est toujours marrant quand tu es confronté au travail avec des plus jeunes qui n'ont pas forcément encore cette expérience-là, mais qui ont d'autres qualités. Il y a des choses que tu vois qu'ils ne voient pas forcément et vraiment, si tu n'es pas à côté d'eux et que tu entoures vraiment pas le truc, il y a des choses que tu n'arrives pas à expliquer autrement que vraiment en y pointant du doigt, quoi. Bien sûr. Mais je pense que c'est ça le truc que j'ai le plus acquis, c'est un œil qui s'est vraiment spécialisé sur ce travail-là, quoi. Qui s'est affûté, quoi, technique. C'est ça. Et Mathieu, là du coup, t'es basé à Marseille. Ouais. Mais t'es pas seul. Non. T'as une équipe internationale. C'est ça. Comment vous arrivez justement à travailler de façon internationale, à l'international? Comment vous arrivez à gérer un projet avec autant de culture, peut-être de technicité, de regards différents? Comment ça se passe? Alors c'est marrant parce que ça se fait de façon assez naturelle, sans avoir un organigramme ou des plannings hyper précis. Avec des comptes rendus, des rendez-vous tous les 2 jours. Ça se fait de façon assez organique en réalité. Typiquement il y a 2 manières de travailler. On a 2 manières de travailler. Il y a ce qu'on appelle le travail du retail. Donc quand on va créer des polices de caractères qu'on veut sortir et distribuer sur Blazetype. Et le travail du custom, qui est le travail de typo sur mesure pour des clients. Yes. Donc, 2 approches qui sont quand même différentes parce que moi, un de mes fers de lance avec la boîte, c'est de dire que quand on bosse avec des designers sur une release qui nous est propre, on n'a pas de deadline. Si ça doit prendre 6 mois, ça prend 6 mois. Si ça doit prendre 10 ans, ça prend 10 ans. Typiquement, il y a 2 personnes auxquelles je pense là, ça doit faire à peu près 4-5 ans qu'elles sont sur leur fonte. Les gars, faut se bouger. Hein. Non, c'est qu'il faut qu'elles maturent, qu'elles prennent ce temps-là aussi, tu vois. Et puis les gens, ils ont aussi du taf, ils ont d'autres choses aussi à faire à côté. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de délai sur ces projets-là, il n'y a pas de délai. Pas sur ces projets. Mais bon, à côté de ça, il y a des gens, des fois, ils vont être sur une extension d'une famille qui existe déjà, et en l'espace de 2 mois, paf, c'est plié, et puis on sort la release, on sort le bet, et voilà. Donc il y a vraiment différentes manières de travailler. Donc typiquement sur ça, généralement, moi je suis en one-one avec les designers. Et le truc, c'est toujours la même chose, c'est admettons, on a validé une typologie de dessin dès le départ, on dit ouais, ça c'est super cool, on veut le faire.
Ok, voilà les étapes de travail. Il faut qu'on fasse tel character set parce qu'on a on a un character set, donc l'ensemble des glyphes de la typo avec Blaze qui est assez conséquent parce qu'on couvre énormément de langues. On a beaucoup de features, donc ça représente généralement entre 500 et 900 glyphes selon les RS. Ok. Ça fait un peu de boulot. Donc généralement, on va dire bon, mais d'accord, on va se concentrer sur ces caractères-là. Ensuite, on va faire les diacritiques, donc les accents, ponctuation et tout. Une fois qu'on a ce qu'on appelle un master qui est hyper bien rodé, on est super content du truc, le spacing et le kerning, donc les espacements entre les lettres et tout est géré, ça fonctionne, on est content, très bien. On va passer sur un master un peu plus costaud. Par exemple, si on avait fait un light, on va faire un black pour essayer de faire l'interpolation avant différentes graisses, etc. Donc en fait, dès le départ, on définit plus ou moins l'ordre de travail de ce qui va être réalisé sur la typo. Mais ensuite, le designer, il est libre d'avancer comme bon lui semble. Donc, il y en a certains avec qui je dis, bon, ben, toi, t'as envie dès qu'on se voit tous les 10 jours. Ok, tous les 10 jours, on cale un rendez-vous de 1/4 d'heure, 1 heure et on regarde. D'autres, c'est tous les 3 mois, d'autres tous les 6 mois. Ça dépend vraiment de eux sur ça. Et moi, je veux presser personne de ce côté parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'arriver à faire des bonnes choses. Ouais, je comprends. Le travail custom, lui, c'est un peu différent. Donc, je bosse avec plusieurs designers sur ça. Et selon les projets, selon la densité du projet et sa complexité, on est 1, 2, 3 ou 5. Ouais. Et là, du coup, il y a le respect de la deadline. Donc, Bah on oui, est évidemment. nécessairement plus encadré. Avec cahier des charges un peu plus strict, Ça. forcément. Évidemment. Donc, la contrainte n'est plus la même. Mais je suis assez content parce qu'au fur et à mesure des années, j'ai réussi à m'entourer de gens qui sont brillantissimes, qui sont super bons dans chacune de leurs spécialités et surtout qui sont très efficaces. Après, je pense que c'est parce qu'on a, les personnes auxquelles je pense, on a beaucoup travaillé ensemble avant. Certains, c'était des stagiaires qui sont devenus des collaborateurs ensuite. Donc on a une manière de bosser où on se comprend, on n'a pas besoin de s'appeler 50 fois, ils savent ce qu'ils ont à faire. Moi, j'ai du check à faire sur certains trucs techniques qui sont un peu redondants certaines fois. Mais globalement, il y a un truc très... vraiment, ça file tout seul la plupart du temps. C'est rare, vraiment rare les fois où on a des problématiques techniques à régler. Et généralement, enfin des problématiques typo, et généralement c'est plutôt des problématiques techniques qui sont liées à la manière dont Windows a de comprendre les typos plus qu'autre chose. Et j'aimerais qu'on revienne un peu plus en détail sur la partie véritablement création. On a des typos qui sont à la fois esthétiques, avec des formes, à la fois fonctionnelles. On a des variables, on a énormément de glyphes. Comment on crée une typo de A à Z? Tu parlais de la typo Aria, typo que tu as faite. Ouais, je l'ai fait avec Alain Papazian, ça si. Ok. En 2020, on l'a sorti, il me semble, de mémoire. Donc, assez récente. Ouais. On va dire que ça faisait 4 ans que tu avais Blaze Type. Ouais. Du coup, comment ça s'est créé? Comment Alors, Aria... Je te parle de ça. À quel moment tu t'es dit, vas-y, je vais faire la Aria, et quand elle est sortie, tu vois? Ok, alors c'est très bien parce que celle-ci, en plus, il y a vraiment un truc bien précis au sujet d'Aria. Ok. Alors, à l'époque, j'avais déjà commencé à distribuer plusieurs autres designers. Je pense qu'on avait peut-être une quinzaine de familles typo sur Blaze à ce moment-là. Et au tout début, en tout cas, vraiment de 2016 à 2020, on avait vraiment un axe très caractère display. Donc vraiment des caractères utilisés pour vraiment des gros titres, des grosses affiches, du logo, de l'affiche, du poster, de la signalétique, enfin vraiment des fat caractères. Et très peu de caractères de texte courant pour le livre, on en avait quelques-uns, il y avait l'Inferi. Mais en fait, en termes de display, donc on avait plein de choses. Et je trouvais que dans la plupart des fonts news qu'on voyait, donc les utilisations que les graphistes faisaient de nos typos ou les vidéastes ou les designers, peu importe, il y avait beaucoup d'utilisation de nos typos en display et rarement des typos à nous qui étaient utilisés pour le copy body, donc le body text, etc. Donc on avait le sort à l'époque, on l'a toujours, mais une de nos typos texte qui était pas mal usée, c'était le sort. Mais on n'avait pas vraiment beaucoup d'offres en fait, en réalité, pour dire ok, tu peux utiliser APOC avec cela, et si ça marche pas, on n'a pas d'autre solution pour toi, tu vois. Donc les gens, ils avaient tendance à utiliser d'autres fonts, ce qui est logique. Et donc tout simplement, je me suis dit, bon, il faudrait quand même qu'on ait quelque chose à proposer pour que les gens ils puissent... je trouve qu'on a un principe de licence qui est super facile, qui est super simple à gérer pour les designers, et en fait, ils vont quand même utiliser d'autres trucs. Donc c'est certainement que nous, on fait quelque chose qui n'est pas comme il faut, quoi. Donc est venue l'idée de faire l'AREA.
qui s'inspire de principes architecturaux assez solides. Hein. Donc c'est une typo construite avec il y a une certaine rigueur dans la manière dont le rythme des lettres s'installe. Donc c'est très logique en termes de chasse, ce qu'on appelle donc la taille des lettres. Et à la fois, pour rendre le truc un peu plus, entre guillemets, humain, il y a les angles de la typo sont ouverts. Donc, c'est-à-dire, à la place d'avoir un A qui est fermé comme sur Helvetica, par exemple, qui va être tout droit sur la fin du A, sur la goutte, tu as une ouverture, donc qui est plus proche de ce qu'on appelle des grotesques allemandes, où tu as vraiment ces ouvertures qui arrivent sur plein de lettres, et ça donne un côté un peu plus, je trouve, chaleureux. Et donc voilà, ça faisait un bon équilibre entre ce côté rigoureux, sérieux, etc., avec ce côté un peu plus humain, et donc ça a fait une fonte qui se marie plutôt bien avec du display. Et d'ailleurs, je pense qu'on a fait, le pari a été réussi, parce que je pense que c'est une des typos les plus utilisées, en tout cas pour BlazeType. Enfin, moi, je vois des millions d'utilisations avec tous les ans, donc je pense qu'on a bien réussi notre pari sur ce truc-là. Donc voilà, maintenant on essaie de réfléchir maintenant qu'on a un catalogue qui est assez développé, on essaie de regarder un peu dans tout ce qu'on a et se dire qu'est-ce qu'on n'a pas assez développé ou qu'est-ce qui nous manque. Là, typiquement, on a récemment sorti une fonte famille qui s'appelle Intermédial, avec une version slab, donc des sérifs droits, carrés, et qui a une variable qui évolue vers une didone, donc droit, carré, mais très contrasté. Et on a très peu, voire pas de dido sur BlazeType, donc voilà, c'était intéressant de bosser sur ça. Alors, tu évoquais le sujet des licences, qui est un sujet très intéressant, notamment dans la fonte, hein, forcément, qui est assez complexe. Qui est assez complexe. D'ailleurs, beaucoup de fonderies parlent justement de ce système de licence. Ils essayent de le mettre en avant, de le présenter, de l'expliquer, parce qu'il y a un travail d'éducation à faire de toute façon autour de la licence et de l'utilisation de la fonte. Alors oui, nécessairement, il y a un travail d'éducation sur ça parce que c'est pas forcément libre de droit ou open source, donc il y a certaines conditions d'utilisation, même titre que pour la photo, le son, etc. Mais moi, d'un point de vue professionnel, je trouve que les fonderies, et encore je mesure mes propos parce que c'est quelque chose qui a beaucoup évolué depuis 10 ans, mais je trouve que globalement, il y a beaucoup de fonderies qui ont des licences qui sont encore, je pense, trop complexes. Oui, ça c'est clair. Et du coup, alors, en fait, c'est assez difficile à dire qui est à blâmer, tu vois. Est-ce que c'est parce que le ULA, il fait 94 pages et du coup, mais qu'est-ce que tu dois faire de la typo? Ou est-ce que c'est le designer qui lit pas assez bien le truc? En même temps, tu vas pas forcément demander à quelqu'un qui est en train de travailler juste sur une affiche d'un petit cinéma indépendant de faire appel à un service juridique pour regarder toute la licence. Alors justement, j'aimerais, sans parler des autres, justement que tu parles de toi. Quelle a été ton approche de la licence pour de la typo? Alors justement, quand je crée BlazeType en 2016, donc l'inventaire que je fais un peu du monde de la distribution de typo, c'est que mais les principes de licence sont hyper complexes. Il y en a 90. Chaque fonderie a une licence qui lui est propre, donc c'est pas le chaos, mais du coup c'est très difficile en tant qu'utilisateur de savoir où est-ce que tu vas. Au-delà de la complexité de la licence, il y a aussi le fait qu'à chaque utilisation, un prix différent. Ouais. Et étant issu je suis de 89, donc je suis quand même un peu issu de la génération intérieure. En tout cas, j'ai grandi en tant qu'ado avec ça entre les mains. Pour moi, ça n'a jamais trop fait sens de... Alors après, c'est sujet à débat, hein, bien sûr, mais pour moi, ça fait pas sens de distribuer une licence typo desktop pour que tu fasses du print avec, et en même temps que ça soit une licence différente pour que tu fasses du web. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je trouve ça trop bizarre, en fait. Moi, c'est inné. En fait, t'es en train de créer une boîte, t'as forcément un site web, en fait, quoi. Et puis tu utilises plein de devices maintenant aujourd'hui. Ouais, tu fais du desktop, tu vas faire un site, tu vas. T'as l'app, t'as le social media, t'as 50 milliards de trucs. Donc pour moi, c'était assez, ça faisait pas sens en tout cas de séparer autant les choses. Encore une fois, sujet à débat parce qu'il y a plein de versions d'avis différents sur le sujet. Bien sûr. En tout cas, moi, c'était pas ma vision des choses. Donc, ce que je fais à l'époque, je dis mais nous, ça va être très simple. Ça va être une licence qui dit tu fais ce que tu veux. En gros, c'est un prix. Le prix, il est basé... Alors, on a rechangé la licence depuis, mais en tout cas, le prix, il est basé sur la taille de l'entreprise qui fait usage de la typo. Ok. Donc, en termes de nombre d'employés. Donc, si tu as 1 employé, 5 employés, 2000 employés, 30 000 employés, je vais expliquer pourquoi après. Une fois que tu as acheté la fonte, tu fais ce que tu veux avec. C'est-à-dire que tu l'utilises sur du print, c'est OK. Tu veux faire du signage, c'est OK. Tu veux faire des t-shirts que tu veux vendre, c'est OK. Tu veux faire du logo, c'est OK. Enfin, voilà, tu fais absolument ce que tu veux avec. Nous, on n'a pas de regard sur le médium que tu utilises.
Et je pense que ça a été une bonne idée de ma part de faire ça parce que c'était pas monnaie courante à l'époque et ça l'est devenu plus aujourd'hui. Donc, tu as encore pas mal de fonderies, de gros acteurs qui font encore cette scission-là. Je pense plus pour des raisons économiques qu'éthiques. C'est leur droit. Mais il y a pas mal d'indépendants, je pense, de notre taille ou moins, ou un peu plus, enfin en tout cas dans notre sphère à nous, qui sont passés sur ce type de modèle ou qui y vont en tout cas. Et je trouve, alors il y a peut-être, j'ai pas encore forcément assez réfléchi à la meilleure des solutions, mais je pense que c'est peut-être, en tout cas, selon moi, c'est la plus proche de celle qui pense vraiment à l'utilisateur comme qui facilite ta vie en fait, voilà. Moi, je pense que c'est juste ça, en fait. Et là, tu as tout dit, c'est que tu facilites la vie. Ouais, c'est c'est que t'offres que t'as pas envie de dire 50 trucs, c'est chiant quoi. Bah oui, c'est chiant. Mais moi, je le ferai pas non plus, tu vois. Genre, si j'achète une musique, je vais pas forcément lire 94 pages de trucs. Bon, après, selon l'utilisation que je vais en faire, évidemment que je vais faire attention à la partie légale, mais c'est beaucoup de temps. Donc, en fait, nous, ce qui se passe, par exemple, tu vois, sur ce sujet, on a beaucoup quand on a des grosses structures qui viennent acheter des licences, on a forcément un service juridique qui va nous parler à chaque fois pour être sûr qu'ils ont... eux, ils lisent l'UELA parce que c'est le service juridique, c'est leur taf. Bien sûr. Mais en tant que designer, quand tu es en train de bosser pour la boîte de ton client, qui est, je sais pas, quelqu'un qui va lancer son shop à Marseille dans 3 jours, rue Paradis, mais le gars, il a pas 4 avocats pour lire ça, tu vois. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour que les gens puissent bosser. Et aussi, en bossant, il y a des deadlines. Parce que, est-ce qu'on peut utiliser la fonte ? Oui, ok. Faut que dans 3 jours, ça soit sorti. Enfin, tu connais la problématique, quoi. Alors... Bon, le service juridique, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même le processus créatif. Et là, il y a une question, moi, que j'ai envie de te poser depuis le début. Donc, tu as des projets revival historiques comme Sigurd ou Inferi, c'est ça. On sent qu'il y a un respect pour le passé avec une touche contemporaine. Moi, c'est des choses qui résonnent en moi. On a fait appel à des architectes du patrimoine, par exemple, dans nos podcasts. Ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu arrives à faire la liaison entre quelque chose de passé et une vision moderne. Alors, c'est une bonne question. Et alors, effectivement, quand on bosse un travail de revival, donc le revival, c'est vraiment prendre un caractère d'époque qu'on peut retrouver sur un spécimen typographique qui date de 1700 et des brouettes, et qui n'a pas forcément été numérisé ou qui l'a été, et puis voilà, le prendre et essayer de trouver sa version en fait, de ce caractère-là. Donc moi j'ai du respect pour les anciens, donc loin de moi l'idée de prendre un truc et de le couper en 4 et voilà quoi. Donc je trouve que, et en plus si ces caractères-là sont beaux, c'est qu'il y a une raison en fait. Il y a forcément quelque chose à l'intérieur que tu as envie de conserver, ou la structure ou une forme, il y a quelque chose qui t'appelle à l'intérieur. Donc pour moi c'est important quand on s'inspire d'un truc existant de conserver un peu cette essence-là. Respect du matériau d'origine. Exactement, voilà. Comme un bon cuisinier, je dirais. Ouais, normal. La partie contemporaine, elle vient sur plein d'aspects. Et la chance qu'on a, c'est que Antipos, c'est assez, entre guillemets, facile de faire quelque chose de contemporain avec un caractère ancien, parce qu'il y a plein de manières d'approcher la chose. Peut-être que c'est en uniformisant la chasse des capitales, par exemple, en les rendant plus homogènes. Peut-être que c'est en augmentant la hauteur des X, donc la hauteur des minuscules, des matcasses, pour qu'elle soit un peu plus conséquente, un peu plus lisible. Peut-être que c'est en créant une version variable du fichier lui-même, tu vois, et que du coup tu peux avoir une approche revival beaucoup plus historique et très proche du dessin d'origine, mais tu transformes le truc pour que digitalement ça soit utilisable. Il y a plein de manières en fait d'approcher la chose de façon contemporaine, tout en respectant le produit d'origine. Et typiquement Sigurd, pour cet exemple-là, on s'est basé avec Léon sur juste un tracé de lettres où il est marqué Sigurd. Ok. En italique à l'époque. Si je me souviens bien du revival sur lequel j'étais tombé. Et à partir de ça, on a développé toute une famille typographique avec un variable intégré où la version upright, donc la version roman, toute droite, va devenir un italique, un semi-italique, etc. Et avec des centaines de swatchs, donc de caractères capital un peu dessinés, illustratifs d'époque. Trop stylé. Donc voilà, je pense qu'on l'a rendu contemporain parce qu'on a créé des centaines d'autres glyphes à l'intérieur qui n'existaient pas. On n'avait que ces quelques lettres. Mais en gardant la structure de Sigurd comme c'était, ça a vraiment donné l'ADN et la partie esthétique de l'ensemble de la famille. Trop cool. Mathieu, il nous reste 2 questions. Tu vois, ça passe plutôt vite. Ouais, c'est vrai. Une question, moi, qui me démange depuis le début. Je veux absolument aborder ce sujet. Vous travaillez, tu l'as abordé plusieurs fois, sur des polices
sur mesure, Mhm. avec des grosses marques. Est-ce qu'il y a un projet qui a représenté un défi particulier pour toi? Alors, il y en a plusieurs. Malheureusement, celui qui a représenté le plus gros défi jusqu'à présent, je peux pas en parler. Ok. On est encore sous NDA et puis il faut dans tous les cas que j'ai leur autorisation. Alors, c'est assez amusant parce que c'est un truc que je pense que tout le monde a vu et dont je peux pas discuter pour l'instant. Mais j'espère qu'on le pourra à un moment donné parce que c'est un projet énormissime et avec, qui a convoqué énormément de designers différents. Ok. Euh, Je me dis en off. je peux vraiment pas. Non, il peut pas. Je peux vraiment pas. J'ai envie en plus parce que je suis très fier du travail qu'on a fait, mais je peux vraiment pas. On risque beaucoup trop si on respecte pas ça. Alors il y a plusieurs projets qui ont été des challenges assez conséquents. Il y en a un en particulier, c'est celui de Bocuse. Ok. Pour des raisons techniques très simples. En fait, on avait été appelé par la maison Bocuse pour travailler un caractère typographique qui était vraiment une reprise à l'identique de ce que Paul Bocuse écrivait. Ok. Donc, super chouette taf. Ouais. Donc on s'est dit, on avait bossé sur ce projet avec Alain Papazian, et je crois que c'était en 2019-2020. Ça s'est fait entre 2019 et 2021 de toute manière. Tu venais de créer Bless Type, quoi. Ouais, T'étais encore t'étais dans le. Ouais, dans l'euphorie. C'est ça. Et donc on se dit, super projet, quoi. On va pouvoir aller voir les archives, on va sortir des centaines de photos, de documents, machin, et puis faire une analyse hyper approfondie des différentes lettres, retrouver les. Enfin. Et dans ce sens-là, ça a été hyper technique et hyper demandant parce qu'il a fallu, on n'avait pas accès à l'archive de très bonne qualité. Donc on a dû prendre des centaines et des centaines de photos, de scans, etc. C'était hyper complexe parce que Paul Bocuse, à une période de sa vie, il écrivait beaucoup sur des ardoises, etc. Et à une autre, c'était une autre personne. Donc il a fallu identifier vraiment quelle lettre était celle de Monsieur Bocuse, comme il l'appelle, ou pas. Déjà en premier lieu. Ensuite, on a dû faire l'archivage et le classement un petit peu, tous les A, tous les B, tous les C, tous les G, etc. Et trouver vraiment la récurrence qui venait le plus. C'est un travail titanesque. Ouais, c'était très costaud comme taf. Et donc ça, c'était hyper intéressant. Donc voilà, on définissait un petit peu les différentes lettres et tout, ok, super. Et puis, on a été confronté quand même à une vraie problématique, c'est que eux, l'utilisation qu'ils allaient en faire, c'était pas juste pour écrire sur des panneaux le menu du jour. C'était vraiment pour faire une utilisation sur toute la partie product et merch qui est liée à la maison Bocuse. Et oui, donc, j'ai vu, c'est utilisé notamment sur des packaging de chocolat. Exactement. Ouais. Entre autres. Et du coup, selon ce que tu écris, il te faut des accents, il te faut des numéros, il faut des currencies, il faut plein de choses. Il faut une famille typographique. Il faut une famille typo, voilà. Et donc, on s'est confronté à, bon, ok, super, on a, 56 lettres sur les 400 dont on a besoin, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Et donc, c'était hyper intéressant parce que le travail de typographe, il s'installe toujours de cette manière. On crée des caractères de contrôle, ce qu'on appelle. Donc, généralement, ça va être le H, le capital, les minuscules, le N, le O, le I, etc. Et en fait, ces lettres-là, elles contiennent quasiment l'ensemble des informations nécessaires pour faire une fonte. Exactement, ouais. Mais ça, c'est vrai qu'on est sur pas forcément sur des caractères script ou manuaires, donc qui sont issus de la main. Parce que la main, elle a des irrégularités, elle a plein de choses qui sont différentes. C'est pas parce que tu dessines un O de cette manière que toutes tes courbes, elles sont comme ça, en fait. Et ce qui fait la richesse de l'écriture à la main, c'est qu'elle est justement très... même s'il y a des récurrences, il y a beaucoup de... Ça dépend même peut-être du stylo, avec ça quoi dépend tu du écris. Alors, oui, effectivement, je ne l'ai pas abordé, mais tu as raison. En fait, on a des pages entières qui sont faites avec du bic, avec du marqueur, et différents tas de marqueurs. Mais c'était vraiment un taf de titan, quoi. Et donc, il a fallu trouver les formes qui étaient les plus cohérentes et les plus logiques par rapport à l'écriture qu'on avait. Donc, si on se disait, bon, la plupart des G, ils sont de telle manière, les O, ils sont plutôt comme ça, le C, il faut qu'il ressemble à ça, en fait. Ok. Donc, il y a toute cette partie-là. Et après, il y avait toute une autre partie aussi qui était, des fois, les lettres sont liées entre elles. Donc, comme quand on va écrire à la main en script, donc tu vas avoir le C, O, A, machin qui est lié. Et des fois, c'est pas le cas. Donc, quand est-ce qu'on fait le moment où la lettre se lit ou elle se lit pas? Donc, t'as plein d'incurrences comme ça qui sont pas aléatoires parce que le vrai aléatoire n'existe pas en termes d'informatique, ça marche pas. C'est un faux aléatoire. Donc, on a essayé de créer ça, de le mettre en place pour que selon les lettres que tu combines, t'as pas forcément les mêmes ligatures, les mêmes jonctions qui arrivent. Créer un petit peu cet aspect fait à la main.
Bon, ça, c'était la première partie. Et ensuite, pour vraiment avoir la sensation que c'est écrit avec... donc, on a choisi un des types de marqueurs qu'il y avait. On s'est dit, ça va être ça, l'outil principal de cette lettre, de cette famille. Ben, en fait, quand tu zoomes dans la typo, vraiment à genre 400%, tu vois qu'il n'y a rien il n'y a pas une seule courbe qui est vraiment une courbe. Il y a plein d'irrégularités à l'intérieur pour simuler cet effet d'encre sur le papier. C'est quoi? C'est un Papermate black que vous avez utilisé, non? C'est quoi ça? Le Papermate, tu sais, c'est un petit stylo feutre noir. Non, tu vois pas ce que... Non, je vois pas ce que c'est, mais enfin, je pense que c'est un truc qui devait... Enfin, c'est Un peu un stylo feutre, un peu... Ben, c'est un espèce de stylo feutre que celui sur lequel on s'est basé, c'est un espèce de stylo feutre que les cuisinistes utilisent les cuisiniers utilisent beaucoup quand ils écrivent sur les ardoises. Ok, ouais, donc un espèce de gros marqueur. C'est ça, c'est un espèce de marqueur blanc à la craie blanc. Ok, oui, ouais, je vois. Et donc, c'est vraiment ce truc-là. Donc, tu as plein d'aspérités, en fait. Un peu comme un Posca, peut-être? C'est assez proche de ça, effectivement, ouais. Ok. Donc, tu as plein d'aspérités quand tu zoomes dedans. Ouais. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que si tu fais un rectangle complètement droit, et donc ça fait très digital, c'est très, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment très clean, alors que si tu fais un truc avec plein d'aspérités, tu sens l'impression que tu as le grain du papier. Ouais, il y a du caractère. Exactement. Et donc, il a fallu faire ce travail de fourmi de partout pour que tu aies vraiment cet effet. Donc, techniquement, un sacré challenge, vraiment. Et très intéressant au final en termes d'utilisation. Ça a été laborieux. Hein. Et là, aujourd'hui, qui utilise cette typo? Bocuse, hein. Ouais. C'est en interne, ils ont leur... Ils ont leur typo Paul Bocuse qu'ils peuvent utiliser pour écrire les menus, pour les produits, pour le merch, pour le cinétique, etc. Donc, en plus, là, c'était à l'époque où j'étais encore sur Lyon. Et Paul Bocuse à Lyon, c'est Dieu le Père, quoi. Bah, c'est l'institution, hein, évidemment. Donc, c'était quand même chouette de pouvoir aller visiter les espaces, les locaux qu'ils ont. Ouais. Travailler avec l'équipe en proximité, c'était génial, quoi. Mais il y avait quand même un truc où tu te disais, on bosse avec une institution qui est pas des moindres, c'est quand même un truc qui résonne à l'international aussi. Il faut pas qu'on se loupe, quoi. Faut qu'on fasse un truc, et vraiment dans le respect en plus du personnage, parce que ce qui était fascinant, c'est que, déjà dans les équipes avec qui on a bossé, on a plusieurs qui ont côtoyé Paul Bocuse de son vivant, et tu sentais qu'ils avaient un respect pour le mec, mais hallucinant, quoi. Donc on pouvait pas faire n'importe quoi. Ils avaient vraiment, alors que c'est quand même pas mal d'années après son décès, ils avaient énormément de respect pour la personne que c'était de son vivant, et ça leur tenait à cœur vraiment qu'on fasse un caractère qui était dans un digne héritier de son écriture, et pas pour écrire n'importe quoi avec, vraiment pour donner des lettres un peu de noblesse à certains des produits qu'ils font, quoi. Du coup, une approche avec beaucoup de rigueur, beaucoup de respect. Ouais. Beaucoup de rigueur et ouais, infiniment de respect, en fait. Et alors du coup, tu vois, j'en viens à ma dernière question qui fait un peu le lien avec la première. Blestype en 2016, c'est plus la même fonderie qu'en 2024. Non. Les prochaines années, ça va être quoi les prochains projets? Est-ce que tu as des nouveaux challenges? Tu as des choses en tête? On en a toujours, hein, parce que moi, tu sais, à la base, quand j'ai créé Blade, c'était vraiment parce que j'avais envie de distribuer mon travail en typo. Ok. On a commencé à faire du custom parce que je travaille avec des designers qui avaient vraiment envie qu'on fasse des projets de cette trempe-là. Donc c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers ça aussi. Récemment, on a fait pas mal de partenariats on a fait un partenariat très récemment avec Monotype, qui est quand même le plus gros distributeur au monde. On distribue tout Français? Mondial. Mais Ce sont des Américains. Ah, oui, Ouais. ok. Oui, ils sont basés aux States. Mais ils ont une antenne en France, non? À Paris, ouais. Ouais, Ouais. Ils ont réouvert leur antenne à Paris il y a quelques temps avec une super équipe. En plus, ils sont adorables. C'est des designers brillantissimes. Ok. Donc vraiment des chouettes gens, quoi. Et donc on a créé un partenariat avec eux depuis avril dernier. Donc on va voir où est-ce que ça nous mène, mais moi j'ai à cœur de bosser avec eux parce que du peu que je l'ai fait, on a participé à une conférence avec eux, c'était génial, on s'amuse vraiment bien. L'équipe française, elle est adorable. L'équipe américaine avec qui je dialogue assez souvent, ils sont super. Je suis récemment parti au Japon, j'ai rencontré l'équipe japonaise à Tokyo, c'était méga cool, ça. Ouais, là, c'était génial. Donc je pense qu'on va avoir plusieurs défis qui vont arriver dans l'avenir sur les typologies de clients avec qui on va travailler sur du custom, nécessairement. En termes de distribution, on a un gros calendrier, on a énormément de trucs qui vont sortir, donc toujours avec la même finesse, j'espère, avec la même
Est-ce que tu penses, alors attends, je vais clarifier ma question. S'il y a une famille aujourd'hui de typos qui manque à votre catalogue, ça serait quoi? Ça, c'est la question à 1 million. Je rêve vraiment de refaire une typo comme Apoc. Ok. Apoc, ça a été en 2018, c'est, je pense, la famille typo qui a vraiment mis Blaze Type sur le devant de la scène. Ça a créé un genre à part entière en typo où il y a plein de fontes de ce genre-là qui sont sortis après coup. Je rêve d'arriver à refaire un truc comme ça, quoi. D'arriver à capter les zeitgeist à ce moment et dire, sans savoir, t'as mis le doigt sur ce qu'il fallait, quoi. Je rêve d'arriver de nouveau à faire un truc comme ça. Mais c'est très dur. Tu vois, Évidemment. on fait plein de choses, on sort beaucoup de familles, on fait plein de trucs, on explore on sort plein de familles qui, je trouve, sont intéressantes, et qui amènent quelque chose à la fonderie dans l'ensemble. Parce que maintenant, en fait, c'est plus juste moi, c'est plus de 30 designers à l'intérieur, donc il faut que chacun puisse avoir l'espace pour respirer avec son travail dans la fonderie. Donc, des fois, il y a des familles qu'on sort pas parce que ce genre-là, il est pas mal fait, donc on ressortira peut-être plus tard. Enfin, mais ouais, j'aimerais bien arriver à refaire un truc comme ça. Ouais. C'est trop cool. Bah, je te le souhaite en tout cas. Merci. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Bah, c'était un plaisir de t'avoir. C'était d'une extrême richesse, vraiment. Ça donne envie de créer de toute façon. Super. Donc trop cool. Merci beaucoup. Je mettrai toutes les infos, bien évidemment, de ce podcast de Blaze Type dans les informations du podcast. Merci à tous. Bonne écoute.